Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 17. Nous sommes le mardi 17 mai et pendant tous les jours du mois de mai, je vais répondre à vos questions euh, informatiques en direct directement à partir de l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Je vais juste m'assurer que tout fonctionne correctement, ce qui a l'air d'être le cas. Voilà, c'est parti, parfait. Je vais couper le son pour ne pas qu'on soit dérangé. Et voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Terminé. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, c'est en train d'enregistrer. Voilà. Alors, quelques petites précisions. Vous êtes en train d'arriver. Je vais vous laisser de poser vos questions. Si vous souhaitez assister à un demande à Cédric quotidien comme vous le voyez aujourd'hui, eh bien il vous suffit de vous rendre sur l'accueil de mon site internet à l'heure dite, c'est-à-dire à 11h, entre 11h et midi, et à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions. Donc lorsque vous arrivez sur le site, vous cliquez sur le bouton Play qui se trouve au milieu, la vidéo va se lancer, ensuite vous cliquez sur le bouton jaune en bas à gauche pour rejoindre le Hangout, pour pouvoir poser vos questions, et à partir de là, en bas à droite, vous aurez la possibilité, en théorie, de poser vos questions. Si vous n'avez pas la possibilité de poser vos questions, c'est parce que vous ne vous êtes pas connecté avec un compte Google, donc une adresse Gmail, et que vous n'avez pas votre profil Google+ actif. Si vous avez ces deux conditions, eh bien en théorie, en bas à droite, vous pourrez poser votre question et cliquer sur le bouton vert qui vous permet de poser votre question. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Bonjour Sacha, bienvenue parmi nous. Allez, je vais commencer à prendre les questions. Juste deux petites précisions pour les personnes qui sont en train d'arriver. Pour l'enregistrement avec VLC, on m'avait demandé comment ça se passait et surtout comment enregistrer le son. J'ai fait des essais, ça a planté à chaque fois, donc j'avais déjà lancé le Hangout, alors peut-être que c'est pour ça que VLC a tout le temps planté. Mes périphériques étaient déjà utilisés, mon périphérique de caméra, mon micro, etc. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ça a planté. Je referai des essais une fois que j'aurai arrêté le Hangout. Ça c'est pour VLC. Et aussi pour la question que m'avait posée Laurent, à savoir comment connecter son PC à sa PlayStation pour voir des films, de la musique et des images. Pour l'instant, j'ai commencé à rechercher, mais je n'ai pas trouvé de solution concluante. Donc pour le moment, eh bien, je vais laisser tomber. Et je regarderai aujourd'hui, demain ou après-demain, enfin dans les jours du mois de mai, pour trouver une solution concluante et réussir à faire ces manipulations. Voilà, ça c'était pour Laurent concernant le serveur multimédia sur son PC pour partager avec sa PS3. Je regarde si j'avais d'autres choses à dire. VLC, donc je crois que c'était pour Kevin qui souhaitait enregistrer le son. Donc ça, eh bien, c'est pareil, il faudra que je regarde parce que là ça a planté 5 fois de suite, donc ce n'est pas forcément ce que je recommanderais, mais voilà. Affaire à suivre. Pourquoi j'ai perdu la question que j'avais sélectionnée ? Cette question ayant obtenu une réponse. Non, apparemment pas. Ah, intéressant. Alors, il me semble que j'avais sélectionné une question, mais peut-être pas. Allez, je vais sélectionner celle-ci. Bonjour Roger, bonjour Cédric. Après une panne sur PC portable système Windows Vista d'origine, a été installé un Windows 7 Pro par un informaticien. Peut-on faire la mise à jour Windows 10 ? Mais par contre, pas de clé d'activation de ce Windows. Merci et bonne journée. Alors, je vais réussir à régler ce micro, j'espère. Roger, ça va être assez clair. Si vous n'avez pas de clé d'activation de votre Windows 7, vous ne pourrez pas activer votre Windows 10. En gros, si vous avez un Windows 7 pirate, il est hors de question que vous puissiez faire la mise à jour. Vous allez faire la mise à jour, tout va bien se passer, mais Microsoft n'activera pas votre Windows 10 et 30 jours plus tard, eh bien, vous aurez un souci pour l'utiliser. Donc, vous aviez un Windows Vista sur cet ordinateur. Il fallait remettre un Windows Vista. Quelqu'un vous a mis un Windows 7 sans vous mettre la licence, donc c'est illégal. Donc vous ne pourrez pas passer à Windows 10. D'autant que si vous avez un PC avec Windows Vista, il est fort probable que votre PC ne soit pas assez puissant pour faire fonctionner Windows 10. Et en tout cas, vous risquez d'avoir des soucis avec les pilotes, c'est-à-dire avec les drivers, les composants logiciels pour faire fonctionner vos composants matériels sur Windows 10. Donc,
à mon avis, vous pouvez rester sur votre Windows 7 s'il a été contrefait. Si vous avez la licence, vous risquez de rencontrer les problèmes que je viens de mentionner par rapport au pilote avec votre Windows Vista. Voilà, donc si vous avez un ordinateur qui était sur Windows Vista, je vous déconseille de passer sur Windows 10 pour les raisons que je viens de mentionner, rien à voir avec le numéro de licence, mais surtout par rapport aux périphériques qui sont sur votre ordinateur et qui risquent de poser des dysfonctionnements avec Windows 10. Le mieux étant, j'ai envie de dire, de changer d'ordinateur ou d'attendre que ça passe. Et si vous aviez Windows Vista, vous pouvez regarder sur le site du constructeur, voir si vous avez voir si vos pilotes sont compatibles avec Windows 10 éventuellement. Et je sais qu'il y a un petit utilitaire pour tester son PC, voir s'il va fonctionner avec Windows 10. Je ne sais plus comment il s'appelle, on va le rechercher. Utilitaire Windows. Utilitaire Windows 10 Update. Est-ce que c'est ça? Voilà, je crois que c'est ça. Ça doit être utilitaire de résolution des problèmes Windows Update. On va juste regarder, je vais le télécharger, m'assurer que c'est ça. Utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update. S'applique à Windows 10, résolvez les problèmes lors de l'utilisation de Windows Update sous Windows 10. Quitter Windows Update. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça peut être intéressant malgré tout. Utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update pour Windows 10. C'est si vous avez des problèmes avec Windows Update et avec Windows 10, vous pouvez télécharger cet utilitaire. Moi, ce n'est absolument pas ça que je cherche. Je cherche à savoir si Vista compatible, compatible, je vais y arriver, avec Windows 10. Donc, mise à jour de Windows Vista ou Windows XP vers Windows 8.1. Je vais cliquer ici pour voir. Alors, mise à jour de Windows 8.1 à partir de Windows Vista 1 avant de commencer. Alors, assistant de mise à niveau. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Donc, vous voyez comment je procède pour faire des recherches. C'est-à-dire que je pars sur des mots-clés. Et ensuite, une fois que j'affine mes recherches, je trouve des nouveaux mots-clés qui vont me permettre d'affiner ma recherche. Donc là, je vais chercher assistant de mise à niveau Windows 10, puisque c'est ce qui m'intéresse. Assistant, je vais directement le faire dans Google. Donc, assistant... Si j'ai réussi à taper assistant mise à niveau Windows 10. Voilà. Alors, aide à la mise à niveau vers Windows 10. Est-ce que ça peut être ça ? Alors, je suis en train de lire rapidement dans les grandes lignes. Parce que ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Alors, comme vous avez pu voir, il y avait un utilitaire qui permettait de voir si le PC était compatible avec Windows 8. Et apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas pour Windows 10. Donc, vous pouvez éventuellement télécharger celui de Windows 8 pour avoir une première idée. Comme Windows 8 et Windows 10 sont relativement proches. Donc vous pouvez télécharger l'assistant qui se trouve là, après avoir tapé assistant mise à niveau Windows 8. Là, vous allez télécharger l'assistant de mise à niveau qui va vous dire si vous allez pouvoir, si vos périphériques vont être compatibles. Après, comme je vous le disais précédemment, c'est un peu compliqué de passer de Vista à Windows 10 parce que le matériel que vous aviez à cette époque-là risque de ne pas être compatible. Voilà Roger, premier début de réponse, je ne sais pas si ça vous satisfait, n'hésitez pas à apporter des compléments d'informations si toutefois il vous manquait des informations. Mais voilà, de ce que j'ai cru comprendre, votre Windows 7 n'a pas de licence. Donc si vous passez à Windows 10, vous aurez des soucis, comme je le précisais précédemment. Voilà. Bonjour Roger, bon matin Cédric, toujours à l'écoute, merci pour tout. Eh bien avec plaisir Roger, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Sébastien, bonjour Sébastien, bonjour Cédric, comment savoir avant de s'inscrire à une newsletter si le système permettra de nous désinscrire parce que marre des spams ?
Et oui, je comprends tout à fait, Sébastien. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir si la personne, enfin, si ça va rentrer dans les spams. Par exemple, prenons mon exemple puisque c'est un bon exemple. Si vous allez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, donc vous avez la possibilité de vous inscrire. C'est à cet endroit-là. Voilà, vous avez la possibilité ici de vous inscrire dans le bandeau bleu qui est ici, mais à aucun moment vous ne savez si le système est fiable et qu'il ne va pas générer des spams. Donc la première chose que vous pouvez faire avant de vous inscrire à une newsletter, c'est tout simplement de voir un petit peu quelle est la personne qui la propose. Donc si vous arrivez sur quelque chose, enfin mon site internet par exemple, que vous regardez, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles. Ça pourrait très bien être du spam. Vous pouvez regarder également s'il y a des témoignages, s'il y a ce genre de choses. Par exemple, ici, il y a une vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Lorsque vous allez cliquer sur la vidéo, vous pouvez cliquer ici sur YouTube pour vous rendre directement sur la chaîne YouTube de la personne qui a tourné la vidéo par exemple, et à ce moment là vous pouvez cliquer sur le nom de la personne qui est ici pour arriver sur la chaîne de la personne, et à partir de là vous allez voir un certain nombre d'informations. Par exemple, si vous regardez ici dans à propos, vous allez voir que j'ai 18 000 abonnés, que j'ai 5 millions de vues, que ma chaîne est créée depuis le 29 octobre 2009, donc en théorie, je suis plutôt quelqu'un de légitime. Je fais pas, mon objectif n'est absolument pas de vous spammer, et une fois que vous serez inscrit, là par exemple, si je m'inscris, que je mets mon prénom, mon adresse email et que je clique sur oui, je m'inscris, vous allez recevoir un mail de ma part dans lequel vous allez cliquer sur un lien pour valider votre inscription. Déjà c'est un premier, mais ça en effet vous ne pouvez pas le savoir à partir de là. Il faut que vous vérifiez la crédibilité de la personne ou du site sur lequel vous souhaitez vous inscrire. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a une seconde chose que vous pouvez faire, c'est de créer une adresse email. Sur Gmail par exemple, c'est gratuit, ou sur Hotmail, ou sur Live, ou sur Outlook. Créer une adresse email qui vous permettra de savoir si c'est du spam. C'est-à-dire, vous avez une adresse email poubelle, vous vous inscrivez avec celle-ci. Pourquoi vous avez besoin d'une adresse email valide? Parce que dans mon cas par exemple, si vous vous inscrivez et que votre adresse email n'est pas valide, vous ne pourrez pas recevoir le lien qui vous permet de totalement valider votre inscription. Donc ça c'est la première chose, vous créez une adresse email poubelle, vous vous inscrivez à la newsletter que vous souhaitez, vous regardez dans les mails que vous allez recevoir si vous avez la possibilité de vous désinscrire ou s'il y a une validation en 2 étapes, c'est-à-dire comme ça se passe sur mon site internet. Lorsque vous mettez votre prénom, votre adresse email, que vous cliquez sur oui je m'inscris, vous recevez un mail, et dans ce mail vous devez cliquer sur le lien pour valider votre adresse email. Si il n'y a pas ce type de validation, ça veut dire que n'importe qui pourrait mettre votre adresse email sur n'importe quelle newsletter et que vous receviez les choses. Donc là, c'est une première gage de qualité, cette validation 2 étapes. Et ensuite, lorsque vous allez recevoir les mails de cette personne, de pouvoir cliquer sur je veux me désinscrire. En bas de chacun des emails que j'envoie, il y a la possibilité de se désinscrire. Je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de vous le montrer. Je vais repartager mon écran à nouveau. Je vais essayer de me connecter sur mon compte Hotmail. En théorie, je dois recevoir des messages. Voilà, c'est pas celui-ci. Voilà, je vais essayer de me connecter. Si je me souviens, c'est chabroli@hotmail.fr. Voilà, par exemple, typiquement, ça c'est une adresse poubelle. Je ne sais même plus quel est le mot de passe. J'espère que c'est ça. Voilà, parfait. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir me rendre sur outlook.com et vous montrer. En théorie, je dois avoir reçu des messages. Dans le pop.
Voilà, formation avec Cédric. Donc j'ai reçu un message de ma part et en bas de ce message, eh bien, j'ai la possibilité ici de me désabonner temporairement ou définitivement ou de modifier mes coordonnées. Donc si je clique ici sur modifier temporairement ou définitivement, j'arrive ici et j'ai la possibilité de me désinscrire définitivement, de me désinscrire pour 3 jours, de me désinscrire et de réactiver mes envois. Là, je choisis me désinscrire définitivement. Je ne précise pas forcément de choses. Je clique sur je confirme et là, je serai totalement désinscrit. Car le système que j'utilise eh bien, est fait pour et voilà, permet cette désinscription. Si les personnes utilisent un autre service pour faire ça, vous aurez en théorie aussi la possibilité de vous désinscrire. Donc ce que vous pouvez faire, Sébastien, c'est vous créer une adresse poubelle. À partir du moment où vous êtes créé une adresse poubelle, vous vous inscrivez avec celle-ci sur les newsletters sur lesquelles vous souhaitez vous inscrire. Une fois que votre inscription est validée sur cette newsletter-là, vous pouvez vérifier si vous pouvez vous désinscrire de la newsletter. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est pas très bien, c'est pas terrible, c'est pas super légitime. Et dans ce cas-là, vous pouvez, vous ne vous inscrivez pas avec votre adresse principale. Attention de bien suivre le processus de désinscription jusqu'à la fin pour être sûr que le lien qui est fourni en bas n'est pas un lien qui vous redirige vers autre chose pour vous réinscrire. Donc assurez-vous bien de tout cela. Vous créez une adresse poubelle, vous vous inscrivez sur les newsletters, vous allez jusqu'au processus d'inscription finale et de désinscription finale. Et une fois que vous avez vérifié que tout fonctionne bien, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse, on va dire, principale. Voilà Sébastien, c'est ce que je vous conseille, c'est en tout cas ce que je ferai pour moi, parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de mails et que plus votre adresse email va être ancienne et plus vous risquez de recevoir des mails qui sont non légitimes. Donc évitons d'avoir plus de spam que cela avec tout simplement les inscriptions aux newsletters. Ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas s'inscrire aux inscriptions aux newsletters. D'ailleurs, je vous recommande vivement de vous inscrire sur la mienne, puisque vous recevrez donc l'accès à l'espace membre et beaucoup d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, mais en tout cas, voilà, vérifiez le processus complet avec une adresse poubelle. C'est ce que je vous recommande. Voilà Sébastien. Michel, bonjour. Bonjour Cédric. Comment assister à la quotidienne? C'est frustrant, je ne vous écoute qu'en différé. Salutations. Eh bien écoutez Michel, j'ai l'impression que vous avez la réponse à votre question. Nous sommes en direct, vous posez votre question. Alors plus précisément, si vous voulez une explication claire, pour assister aux quotidiennes, il vous suffit simplement de vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, sur l'accueil du site, pas dans votre espace membre, juste sur l'accueil, comme ça c'est facile pour tout le monde peut assister aux quotidiennes du mois de mai. Donc vous vous rendez sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr. Une fois que vous vous êtes rendu sur l'accueil, je vais y arriver, vous avez ce bandeau jaune qui est disponible quand il est entre 11h et midi. Puisque le reste du temps il n'est pas visible. Ici vous avez le calendrier donc des dates à venir, donc vous voyez aujourd'hui on est le mardi 17 et nous sommes en cours et les autres rendez-vous sont à venir. Là ici le prochain rendez-vous c'est donc demain à 11h. Vous venez sur l'accueil du site, vous avez ce bandeau jaune, vous cliquez ici sur la lecture, ça va lancer la lecture. Vous cliquez ensuite ici sur cliquez ici pour participer à ce hangout en direct et ainsi poser vos questions. Vous allez être redirigé vers une page qui est la page avec laquelle voilà. Et ensuite, voilà, c'est en train d'arriver. Vous aurez la possibilité de poser votre question en bas à droite. Mais en théorie, vous avez réussi à le faire puisque j'ai pu lire votre question. Voilà, la seule chose, c'est vous rendre au bon moment sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Voilà Michel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à apporter un complément ici dans où vous posez vos questions. Bonjour Marc, bonjour Cédric. Ce week-end, j'ai fait un nettoyage de mon ordinateur avec les logiciels d'un PC RapidEssin et vraiment tout est parfait, merci. Bon, comme je le précisais Marc, je suis très content que ça fonctionne en tout cas. Et après, comme je le précisais dans les demandes à Cédric quotidien précédents, si vous devez faire un nettoyage avec les logiciels du PC RapidEssin, assurez-vous quand même que vous êtes infecté parce que ça ne sert à rien de nettoyer quelque chose qui est propre. Voilà. En tout cas, content que tout ait fonctionné pour vous, Marc, et c'est parfait. Je suis très content.
Nous sommes 16 et nous sommes le mardi 17 mai, il est 11h17 et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y aura moins de questions que d'habitude, ce qui n'est pas pour me déplaire, on risque de finir plus tôt. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et voilà. Michel, merci Cédric, la preuve que l'apprentissage est nécessaire, bonne journée. Tout à fait, l'apprentissage est nécessaire, on ne peut pas, les choses ne sont pas innées, il faut apprendre et les gens que vous pensez aujourd'hui qui maîtrisent, que ce soit l'informatique, que ce soit le tennis, que ce soit le ping-pong, que ce soit n'importe quoi, la natation, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces gens-là, ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire ils ont démarré de zéro. Et si aujourd'hui vous êtes à zéro et que vous regardez cette vidéo, dites-vous que rien n'est impossible. Il suffit juste de consacrer le temps nécessaire et l'apprentissage se fera tout seul. Voilà. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site formationinformatique-avec-cédric.fr, vous pouvez vous inscrire. À partir de ce moment-là, une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès à beaucoup de vidéos gratuites que je vous offre. Donc n'hésitez pas à le faire et ce qui vous permettra d'apprendre petit à petit l'informatique. Voilà, vous trouverez sur YouTube énormément de vidéos pour apprendre, vous trouverez un petit peu partout beaucoup de vidéos pour apprendre. Donc si vous avez envie d'apprendre, si vous en avez le désir, vous pourrez le faire, même si aujourd'hui vous êtes à zéro. Si aujourd'hui vous êtes à zéro et que moi je suis à 100 et que pour apprendre l'informatique complètement il faut arriver à 1 million, il faut d'abord passer par la case 0, passer par la case 1, 2, 5, 10, 100, 1000, etc. Et ce qui vous permettra d'avoir l'apprentissage et d'avoir les connaissances que vous souhaitez, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez apprendre. Quand on ne sait pas jouer au ping-pong, on commence par faire des petites balles on n'arrive pas à récupérer les balles. Et plus le temps va passer, plus vous allez taper sur des balles et plus vous allez les renvoyer et les renvoyer de façon efficace. Et c'est ce qui vous permettra d'apprendre tout ce que vous souhaitez apprendre. Ne vous limitez jamais, ne pensez jamais que vous ne pourrez pas le faire. Et dites-vous que les personnes qui sont au niveau où elles sont actuellement, elles ont commencé de zéro et elles ont juste passé du temps pour pratiquer. Vous pouvez le faire. Voilà, je vais prendre une petite question de Scooby Bubu. Bonjour Scooby Bubu, bonjour Cédric, j'ai toujours le problème avec ma caméra QuickCam STX. J'ai fait la procédure que vous avez dit, mais ça plante, écran bleu, ça plante complètement. Quand je clique sur caméra, le logo, je pense que le pilote Windows 10. Je pense problème. Voilà, je suis assez d'accord avec vous. Si vous avez effectué les manipulations que je vous ai indiquées, c'est-à-dire donc de désinstaller complètement les pilotes de votre caméra, de passer ces cleaners, de réinstaller les pilotes, je crois qu'il n'y avait pas de pilote pour Windows 10, donc vous avez installé les pilotes soit pour Windows 7, soit pour Windows 8, c'est tout simplement que soit votre caméra ne fonctionne plus, vous pouvez éventuellement la prendre et la tester sur un autre ordinateur qui aurait les pilotes, donc un ordinateur avec Windows 7 par exemple, pour être sûr que ça ne vient pas de votre caméra. Et si votre caméra fonctionne sur cet autre ordinateur et que vous avez essayé les autres ports USB de votre ordinateur, malheureusement, j'ai bien peur que cette caméra ne soit pas compatible avec Windows 10. Ça arrive malheureusement quand on change de matériel. Son imprimante peut ne pas fonctionner, sa caméra peut ne pas fonctionner, et c'est pour ça que ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à Windows Vista, les personnes qui ont Windows Vista aujourd'hui et qui veulent passer sur Windows 10, sachez que vous risquez de rencontrer les mêmes problèmes qu'a rencontré Scooby, c'est-à-dire de ne pas avoir les pilotes, c'est-à-dire les logiciels qui permettent de faire fonctionner vos périphériques matériels. Voilà, donc là, il ne vous reste plus qu'à acheter une caméra. Si vous souhaitez continuer de faire de la caméra, vous pourrez trouver sur Amazon des caméras de bonne qualité. La caméra que j'utilise est un peu chère, c'est la raison pour laquelle je ne vous la recommande pas, mais c'est une quoi? Attendez, je vais vous dire ça. C'est une Logitech Webcam C930E, donc qui fonctionne parfaitement sur Windows 10. Néanmoins, elle est un petit peu onéreuse parce que c'est une caméra Full HD. Vous devriez pouvoir trouver des choses beaucoup moins chères. Mais sinon, c'est une Logitech C930E. Voilà. Et là, voilà. Elle est aux environs de 100 €. Je l'avais prise pour avoir une vidéo de bonne qualité. Vous devriez pouvoir trouver des caméras qui sont moins chères. Celle-ci est Full HD, 1920-1080. C'est la raison pour laquelle je l'avais acheté. Mais une caméra Logitech, si on se rend sur Amazon,
Webcam Logitech. Voilà. Voilà, les premiers prix devraient déjà être bien. Une caméra à 25 €. Ça doit déjà être très correct. Après, si vous voulez plus de qualité, voilà, vous pouvez vous orienter sur ce type de qualité que j'ai, sur ce type de caméra que j'ai. Je n'ai pas partagé mon écran, j'en suis sûr. Si, j'avais partagé mon écran, incroyable. Voilà, donc ça c'est vraiment, j'en suis content. Maintenant, on n'a pas forcément toujours le budget pour acheter ça. Donc, vous pouvez sinon prendre une petite caméra d'entrée de gamme de chez Logitech. Assurez-vous d'abord qu'elle est compatible avec Windows 10 avant de l'acheter parce que voilà, il vaut mieux vous assurer. Vous allez sur le site de Logitech et vous regardez si elle est pilote pour Windows 10 avant de l'acheter. Mais voilà, sinon votre caméra risque... voilà. Vous pouvez éventuellement essayer de la vendre à un ami qui aurait un système antérieur et qui serait par exemple content de son Windows 7, vous pouvez la vendre d'occasion 10 €, ça vous sponsorise un petit peu votre nouvelle caméra. Voilà, 10 ou 15 € ou 20 € d'ailleurs, enfin vous voyez ça avec la personne à qui vous le vendez, mais en tout cas ça vous permet d'avoir un premier rapport pour acheter votre nouvelle caméra pour Windows 10. Voilà Scooby, j'espère avoir répondu à votre question. Bonjour Cédric, le binôme aide-partage que vous pratiquez avec tant de naturel, j'y adhère totalement, merci Sou. Dans cet état d'esprit, dans les astuces informatiques, j'ai fait un post grâce à C-Joint. J'ai créé un tuto pour partager à mon tour, qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense que vous avez bien fait, il faut partager. Enfin, là, Sou fait allusion au forum, donc pour accéder au forum, il faut être membre plus. Et sur le forum, eh bien, ça permet d'échanger, de poser ses questions. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très réussi. Je suis ravi d'avoir mis ça en place. Donc c'est vrai que c'est que pour les membres plus, parce que sinon on se retrouverait avec 1 million de questions et il faut quand même pouvoir y répondre, même si l'entraide se fait entre membres, ce qui est très agréable. Donc vous pouvez accéder au forum si vous êtes membre plus de la communauté FIAC, et à partir de là, eh bien, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Et ce à quoi Sou fait allusion, c'est qu'il y a une rubrique vos astuces informatiques et qu'elle a certainement posté quelque chose eh bien, pour aider les autres membres. En tout cas, merci d'avoir partagé Sou, et ça me fait penser que je vais pouvoir enchaîner sur autre chose parlant du forum pour répondre à une question de Morissette et de Louis-Paul qui me l'ont posé sur le forum. Justement, j'avais dit que j'allais faire une vidéo d'aide, je vais en faire une, mais pour répondre tout de suite à leurs questions, ils souhaitaient changer leur mot de passe au sein du forum. Donc j'avais fait une vidéo pour les membres plus pour expliquer l'utilisation du forum. Là, je vais me connecter pour montrer la vidéo en question. Dès que ça arrive. Voilà. Donc j'avais fait des vidéos d'aide qui se trouvent ici, aide à l'utilisation du forum. Et là, il y avait une vidéo qui expliquait comment récupérer le mot de passe oublié ou perdu. Donc là, ça concernait les mots de passe perdus. Si vous perdez votre mot de passe et que vous ne pouviez plus vous connecter à l'accueil, sur le forum. La question de Morissette et de Louis-Paul était totalement différente. En fait, eux souhaiteraient changer leur mot de passe, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un mot de passe, ils réussissent à se connecter, mais ils ont estimé que la force de leur mot de passe n'était pas suffisant et ils souhaitaient changer leur mot de passe. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur Bienvenue en haut à droite ici et vous allez choisir Changer le mot de passe. À partir de là, vous allez arriver directement dans le changement de mot de passe. Vous allez mettre le nouveau mot de passe que vous souhaitez. Donc voilà, le nouveau mot de passe compliqué. Vous allez confirmer ce mot de passe, c'est-à-dire qu'il faut que vous tapiez exactement ce que vous avez tapé ici dans le premier champ. Donc vous retapez exactement la même chose. Et avant de cliquer sur Envoyer, il faut que vous mettiez votre mot de passe actuel. Le mot de passe actuel, c'est quoi ? C'est le mot de passe que vous utilisez actuellement pour vous connecter au forum. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que c'est bien vous. Donc vous mettez le mot de passe que vous utilisez actuellement. Admettons que votre mot de passe soit Toto pour vous connecter au forum. Il faut que vous le remettiez ici, même si vous avez mis le nouveau mot de passe que vous souhaitez à cet endroit.
il faut qu'il y ait une vérification, comme quoi c'est bien vous qui avez pu vous connecter. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ces champs, vous cliquez simplement sur Envoyer et vous aurez changé votre mot de passe. La seule chose que vous ne pouvez pas changer, c'est votre nom d'utilisateur. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse concernant le forum. En tout cas, Sue, merci beaucoup d'avoir posté. Certainement, peut-être votre lexique de l'informatique ou autre chose. En tout cas, quel que soit ce que vous avez posté, vous avez bien fait, si c'est une astuce informatique, puisque nous partageons nos astuces informatiques entre nous. Merci Sue. Et voilà, pour Morissette et Louis-Paul, voilà comment réinitialiser votre mot de passe. Voilà Scooby, bonne idée. J'espère que cela pourra vous permettre d'avoir un premier investissement pour avoir une nouvelle caméra. Alors, Marc qui nous disait tout à l'heure qu'il avait fait un nettoyage complet avec le guide Un PC rapide et sain et que désormais ça marchait parfaitement. Je lui avais conseillé de ne pas le faire si toutefois il n'était pas infecté, mais apparemment si. Rebonjour Cédric, mon ordinateur était long à s'ouvrir et beaucoup de pubs. Donc c'est ce qu'il fallait faire, un nettoyage complet comme je l'indique dans ce guide complet, Un PC rapide et sain. Je suis content que cela ait fonctionné pour vous, Marc, et que votre ordinateur soit à nouveau opérationnel. Charles, bonjour. Bonjour Cédric. Je n'ai pas de questions pour le moment, mais je vous écoute avec le plus grand intérêt. Vos rendez-vous quotidiens sont si utiles qu'ils devraient être remboursés par la sécurité sociale. Amicalement, Charles. Bon, Charles, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de me donner ce retour. Oui, il faudra en parler au gouvernement, savoir si ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale, j'en doute. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre témoignage, merci beaucoup. Moi je suis ravi de faire ces rendez-vous, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir les prolonger plus parce que c'est quand même relativement fatigant et que ça, tous les jours comme ça c'est un petit peu compliqué et que je souhaite aussi me concentrer sur les membres plus. Voilà, je vais continuer les demandes à Cédric, pas quotidien, mais je ferai ça les 7 premiers jours du mois. Pour les personnes qui sont membres plus, vous pourrez donc assister aux demandes à Cédric quotidien du 1er au 7 à partir de la rentrée, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez souscrire un forfait membre plus, parce que c'est super, vous avez accès au forum que vous avez vu précédemment, vous aurez accès donc aux demandes à Cédric quotidien les 7 premiers jours du mois, et voilà, beaucoup d'autres choses, les formations et l'assistance, etc. Voilà. Merci Charles pour votre retour. Nous en parlerons à la sécurité sociale un petit peu plus tard. Allez, je vais prendre une question de Christiane. Bonjour Cédric, bonjour Christiane. Je voudrais savoir combien de diaporamas sur OneDrive limité à 5 Go au mois de juillet. Alors, c'est une bonne question, Christiane. Ça dépend de la taille de votre diaporama. Alors, je vais essayer de vous expliquer concrètement comment vous allez pouvoir le calculer par vous-même. Alors, je vais créer un nouveau... Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, je viens de le faire et je m'en souviens déjà plus, ça fait peur un petit peu. Alors, conversion. Je vais vous faire un petit tableau pour vous expliquer comment est-ce que vous allez pouvoir vous-même faire le calcul. Donc, vous m'avez dit que votre compte OneDrive était limité à 5 gigaoctets. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, je vais vous faire un petit tableau de conversion avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 teraoctet, c'est égal à 1000 gigaoctets. Voilà. Donc là, je vais l'orthographier correctement. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que 1 gigaoctet, c'est égal, je vais y arriver, à 1000 mégaoctets. D'accord? Donc, il faut que vous regardiez la taille que font vos diaporamas. Donc, pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Donc, comment je vais faire? Je vais vous montrer avec une image et vous ferez pareil avec le diaporama. Ça reviendra au même, mais comme je n'ai pas de diaporama, je ne peux pas vous montrer avec des diaporamas. Donc, je vais vous montrer avec les fonds d'écran, avec des images. Donc, considérez que chaque image qui se trouve ici, c'est un de vos diaporamas. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Il faut d'abord identifier combien pèse votre diaporama. Donc, chaque diaporama va avoir une taille différente. Donc, vous faites un clic droit sur ce diaporama et vous choisissez « Propriétés ». À cet endroit, vous allez avoir ici la taille. Donc,
prenez la plus grande taille des deux, même si c'est la même chose. Donc vous voyez ici, votre diaporama, enfin mon image, pèse 2,41 mégaoctets. D'accord? Donc si je reprends mon tableau de conversion qui se trouve ici, on va dire que un diaporama est égal à 2,41. D'accord? Donc, vous pouvez éventuellement le faire sur plusieurs, et vous, je pense que vos diaporamas feront plutôt, on va dire entre 4 et 10 mégaoctets. Je pense, chaque diaporama. Donc à partir de là, vous allez pouvoir diviser le chiffre qui est ici. Donc vous avez 5 gigas. Donc comme 1 giga c'est égal à 1000 mégas, vous allez avoir 5 gigas c'est égal à 5000 mégaoctets. D'accord? Donc vous allez diviser le chiffre moyen de vos diaporamas. Donc si par exemple vos diaporamas sont compris entre 4 et 10, on va dire que le chiffre moyen c'est 6. Donc il vous suffit simplement de lancer la calculatrice et de diviser 5000, qui est le nombre total que vous disposez, par 6, puisque c'est le nombre moyen d'un diaporama, et vous pourrez mettre 833 diaporamas. Donc évidemment, c'est un chiffre qui est approximatif. Si tous vos diaporamas font 10 mégas, évidemment, vous pourrez en mettre que 500. Et si vos diaporamas font tous 4 mégas, eh bien là, je vais moins le faire de tête. 5000 divisé par 4, vous pourrez en mettre 1250. Voilà, donc en gros, si vos diaporamas font entre 4 et 10, vous pourrez en mettre entre 500 et 1250 sur OneDrive. Sachant que si vous avez mis d'autres choses, évidemment, l'espace sera enlevé. Voilà, j'espère que vous avez compris grâce à ce petit tableau de conversion. Vous pourrez regarder la retransmission si toutefois je suis allé un peu rapidement. Mais voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, bah non, c'est tout. Non, bah voilà, c'est tout. Voilà, ce qu'il faut juste savoir, c'est que 1 giga c'est égal à 1000 mégas et que 1 Tera c'est égal à 1000 gigas. Donc 1 Tera c'est égal à 1 million de mégas. Voilà. Voilà, j'espère, Christiane, que j'ai été suffisamment clair. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précision. Ce que vous pouvez faire également, ce que j'aurais pu vous montrer, je vais le refaire parce que ça peut être intéressant, c'est que au lieu de le faire individuellement, vous voyez là je l'ai fait pour un, vous pouvez très bien tout sélectionner, faire un clic droit et choisir propriété, et là vous aurez la taille globale, c'est-à-dire que l'ensemble des photos qui sont là, les 7 photos, font 17,5 mégaoctets. Alors si vous êtes sur Windows 10 et peut-être même sur Windows 8, 7, etc., lorsque vous allez sélectionner plusieurs choses, vous avez un petit récapitulatif en bas ici qui vous dit qu'il y a 7 éléments pour un total de 17,5 mégaoctets. Pourquoi je vous ai quand même montré de façon individuelle? Parce qu'il me semble que vous ne pouvez pas le faire avec un dossier. C'est-à-dire que quand, vous voyez, je clique sur mon dossier fond d'écran, il ne m'indique pas ici quelle est la taille. Il faut que je rentre dans celui-ci pour avoir la possibilité de tout sélectionner et ainsi avoir la taille qui apparaît en bas à gauche. Voilà Christiane, ce petit complément d'information par rapport à votre question et au diaporama. Alors, merci Cédric, je me permets d'être exigeante, gentiment. J'aimerais avoir votre avis professionnel sur le tuto créé dans les astuces informatiques pour continuer de travailler en ce sens. Merci. Je ne l'ai pas vu, alors je ne sais pas de quel tuto vous parlez. Peut-être Vous n'avez peut-être pas le même nom sur le forum et auquel cas je ne l'aurais pas croisé. À ce moment-là, je vous donnerai mon avis sur le forum une fois que je l'aurai regardé. Quand j'aurai le temps. Voilà, Et si vous n'avez pas le même nom sur le forum que soyez gentil de me préciser quel nom vous avez sur le forum pour que je puisse regarder votre tuto en question. Voilà. Allez, un message de Tania. Bonjour Tania, bonjour Cédric. Sur une télé connectée, lorsque j'ouvre ma boîte mail, tout va bien, mais je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes. Comment procéder pour les ouvrir? Merci pour vos précieux conseils. Ok pour les remboursements, sécurité sociale. Tania,
nous ne sommes pas ici pour parler des télés, nous ne sommes pas ici pour parler des téléphones, nous ne sommes pas ici pour parler des tablettes, nous parlons d'informatique et plus précisément de Windows et des ordinateurs. Donc que ce soit un ordinateur portable, un ordinateur fixe. Voilà, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas ouvrir vos pièces jointes sur votre télé, c'est que votre télé ne doit pas avoir les logiciels adéquats pour les ouvrir, tout simplement. Voilà, si les fichiers sont compressés, une télé ne saura pas décompresser un fichier. Voilà, Tania. Robert, bonjour Robert. Bonjour Cédric, j'ai effectué la commande SFC Scan Now que tu m'as suggérée. Aucune violation d'intégrité n'a été détectée. Ceci afin de résoudre le problème du clic droit sur le disque dur qui m'affiche Explorer. Windows a cessé de fonctionner. Que peut-on faire? Oui Robert, tout à fait. J'ai commencé à regarder ce matin, savoir s'il y avait d'autres pistes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est exécuter la commande chkdsk. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc toujours pareil, vous lancez l'invite de commande en mode administrateur. Donc ça, je ne vais pas vous le remontrer, je vous l'ai montré hier. Je sais qu'il me semble que vous êtes sur Windows 7. Moi, sur Windows 10, je fais un clic droit sur le menu démarrer et je fais exécute invite de commande admin. Voilà. Et la commande que vous allez taper, c'est chkdsk/f. Et vous allez appuyer sur entrée, ne le faites pas maintenant, faites-le à la fin du demande à Cédric, et ça va avoir pour effet de faire une vérification de votre disque dur pour s'assurer qu'il n'y a pas de cluster défectueux ou qui pourrait poser problème. C'est pas forcément la plus pertinente des commandes à faire dans votre cas, parce que voilà, mais après les opérations à faire pour essayer de résoudre votre problème, c'est de réparer votre Windows 7. Et là, ce sont des opérations plus lourdes que je vais avoir du mal à vous montrer. Donc, je pourrais éventuellement vous réaiguiller vers un tutoriel qui aura pu être fait sur internet, mais si cette commande ne fonctionne pas, si ça ne répare pas le problème, il faudra à ce moment-là faire une réparation de votre Windows avant d'envisager une réinstallation de votre Windows. Donc, est-ce que j'avais partagé mon écran? Oui, c'est bon. Donc, dans un premier temps, vous pouvez essayer cette commande pour voir si vous avez des clusters ou des fichiers ou des choses endommagées sur votre disque dur. Si toutefois, quand vous appuyez sur Entrée, il vous dit qu'il ne peut pas le faire maintenant et qu'il le fera au prochain démarrage, vous redémarrez votre ordinateur. Il va redémarrer votre ordinateur. Il va faire la commande chkdsk qui est check disk, donc il va vérifier votre disque. Ça peut prendre un petit moment, donc ne vous inquiétez pas. Quand vous avez fait redémarrer, il va analyser tout ça, laissez-le travailler pendant le temps dont il a besoin, et ensuite il va redémarrer sur Windows et vous pourrez regarder s'il a réparé votre problème. Si ce n'est pas le cas, comme je vous le disais, il faudra envisager une réparation de Windows si vous êtes sur Windows 7, et si la réparation ne fonctionne pas, il faudra envisager une réinstallation de votre Windows. Voilà, on n'en est pas encore là, néanmoins, essayez cette commande-là, et demain, je vous réorienterai vers la réparation de Windows 7. Il faut posséder le CD de Windows 7, mais ça, vous pouvez récupérer l'image ISO directement sur Internet. Je vais vous montrer comment faire. D'ailleurs, ça peut être utile pour toutes les personnes qui ont un Windows 7 et qui n'ont pas eu le CD fourni par le constructeur. Vous vous rendez sur l'accueil de Google, vous cherchez quoi? Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. ISO Windows 7, vous appuyez sur la touche entrée et ici il faut que vous trouviez télécharger des images disques de Windows 7, fichier ISO Microsoft, et que le site ce soit bien microsoft.com. Une fois que vous avez identifié ça, vous cliquez ici, vous allez être redirigé sur le site de Microsoft et à cet endroit il faudra rentrer votre clé produit de Windows 7, de votre Windows 7, cliquez sur vérifier. Microsoft vérifiera si vous avez une licence légitime et vous redirigera vers le téléchargement des ISO. Une fois que vous aurez récupéré votre fichier ISO de la bonne version de votre Windows 7, il faudra la graver sur un CD ou sur un DVD, plutôt sur un DVD parce que je crois que ça fait 4 Go et quelques. Et à partir de là, vous aurez votre ISO, enfin vous aurez un DVD avec votre Windows 7. Et avec ce CD, vous aurez la possibilité de réparer votre Windows. On n'en est pas encore là, Robert. J'espère que la commande va détecter des fichiers, des clusters défectueux et va redéplacer les choses pour que tout refonctionne correctement. Et si ce n'est pas le cas, il faudra envisager la réparation du Windows. On en reparlera demain
vous pouvez déjà suivre la première procédure pour récupérer l'ISO sur votre disque dur et vous rendre sur les vidéos outils où je vous explique comment graver un fichier ISO sur un DVD et aussi où j'explique comment... Enfin voilà, ça doit être à peu près tout. Voilà Robert, vous pouvez essayer ces manipulations. Bonjour les meilleurs vidéos et tutos. Bonjour Cédric, j'ai un Windows 7 sur ma machine principale. J'ai installé un Windows 8 dans une machine virtuelle, mais quand je connecte une clé USB, le système virtuel ne la détecte pas. Tout à fait, ça ne fonctionne pas avec VirtualBox. J'ai essayé de le faire aussi et ça n'a pas marché. C'est impossible de connecter une clé USB. Enfin, c'est peut-être pas impossible parce que il me semblait avoir trouvé des débuts de solutions sur internet, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai essayé un grand nombre de choses, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner la solution. Vous pouvez éventuellement rechercher. Donc, connecter clé USB sur VirtualBox. Voilà, c'est déjà quelque chose qui a été cherché. Alors ici apparemment il y a une solution simple. Bonjour à toutes ces problèmes, voici la solution la plus simple sous VirtualBox. Le disque dur doit être connecté au PC. Dans les détails de la machine virtuelle, ajoutez un filtre USB en cliquant sur USB, puis sur l'icône avec un petit plus vert, sélectionnez le disque dur dans la liste déroulante. À partir de maintenant, chaque connexion de périphérique USB, la machine virtuelle prendra en main sur l'autre. Tester sur Mac, VRXP fonctionne parfaitement. Vous pouvez essayer cette solution. Tous les tutos, on peut l'essayer ensemble puisqu'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions. Donc vous pouvez essayer cette solution-là. Il me semble que je l'avais essayé et qu'elle n'avait pas été concluante. Mais vous pouvez en tout cas essayer de réaliser ces manipulations si vous utilisez VirtualBox pour vérifier si vous avez la possibilité de monter votre clé USB. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant si ça a fonctionné. Voilà. Moi, j'avais abandonné, j'avais fait des copier-coller, je ne sais plus exactement comment j'avais fait, où j'étais passé par mon NAS, me semble-t-il, pour transférer mes fichiers. Mais j'avais cherché un petit moment et j'avais pas réussi à le faire. Peut-être que cette solution n'était pas disponible. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi en tout cas. Bonjour Denis, bienvenue parmi nous. Alors, bonjour Cédric et Sou, aucun tuto à propos de C-Joint, CF sujet actif, lavez-vous sous de l'avoir bien envoyé. Alors, donc, Denis n'a pas trouvé votre tuto, Sou, donc je ne sais pas si ça a fonctionné. Est-ce que c'est un tuto sur C-Joint? Je ne sais pas. Denis l'a pas vu. Et comme je ne sais pas si votre nom c'est Sou sur le forum, du coup je ne sais pas si vous l'avez posté et je ne peux pas le rechercher. Donc n'hésitez pas à nous donner plus de précisions, Sou, ce serait dommage que ce tutoriel soit passé à la trappe si vous avez pris du temps pour le faire. Et comme ça, eh bien, nous pourrons tous regarder ensemble, que ce soit Denis, Alexandra ou même tous les membres du forum, vous pourrez également avoir un avis. Voilà. Alors, bonjour Philibert, bonjour Cédric, je ne vois pas non plus le tuto dessous dans le forum. Bon, eh bien voilà. Comme Philibert, Denis et moi, nous n'avons pas vu votre tuto sous, donc n'hésitez pas soit à le reposter, soit si vous connaissez l'adresse du post, la mettre directement ici et moi j'irai regarder en cliquant dessus. Voilà sous. Bonjour Michel, bonjour Cédric, peut-on partitionner un SSD? Si oui, comment procéder? Alors tout à fait, on peut partitionner un SSD Michel, c'est totalement envisageable. Ça se fait lors de la préparation du disque. Est-ce que je vais vous montrer comment on fait? Alors... vous avez plusieurs solutions. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si votre SSD contient déjà votre système, c'est un peu tard. Il y a des logiciels qui existent pour partitionner son système une fois qu'il a été créé. Je pense par exemple à Partition Magique. Je ne sais pas s'il est gratuit ou payant. Mais je n'ai jamais essayé et c'est quelque chose que je vous avoue, j'aurais du mal psychologiquement à faire. Donc
vous pouvez partitionner un disque si toutefois il n'a pas encore été formaté. Même s'il a déjà été formaté, vous allez pouvoir le partitionner. Je devrais pouvoir vous montrer. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je peux trouver un SSD qui ça se passe comme un disque dur normal en fait, hein, mais un SSD dans lequel j'aurai pas d'informations à récupérer. Je vais regarder ça. Si j'ai un SSD, on va le faire ensemble. Ensuite, vous avez la possibilité également de le partitionner lorsque vous faites votre installation de Windows, votre toute première installation de Windows pour partitionner votre disque. Lorsque vous arrivez, je ne sais plus à quel écran c'est, je vais essayer de me rendre dans la formation Windows 10 pour partager mon écran pour vous montrer à quel moment ça se passe. Parce que j'avais dû le faire. Alors voilà, je vais me rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vais me rendre dans la formation Windows 10. À partir de là, on va se rendre dans la formation qui dit installer Windows 10 de 0. Voilà. Et à un endroit quelque part dans cette vidéo, on devrait trouver la fenêtre qui vous indique ah voilà, ça doit être par là. Alors là, est-ce que je suis allé trop loin? Voilà, ça doit être par là. Quand il vous demande quel type d'installation vous souhaitez faire, donc vous choisissez personnaliser et installer uniquement Windows. Et voilà, dans la fenêtre qui arrive après, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir partitionner votre espace. Donc ici, moi, comme j'avais un petit SSD, enfin, j'avais fait une petite partition, je ne l'ai pas partitionné. J'ai cliqué sur mon disque dur, j'ai cliqué sur suivant et la procédure s'est faite. Maintenant, si vous souhaitez créer plusieurs partitions, vous sélectionnez votre disque, et vous cliquez ici sur nouveau. Et quand vous allez cliquer sur nouveau, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître, je ne sais plus où, par ici je crois, avec le nombre de mégas que vous souhaitez attribuer à cette partition. Et à partir de là, vous pouvez lui dire ce que vous souhaitez en gigas bien sûr, enfin ce sont des mégas, donc il faut multiplier par 1000. Donc si par exemple vous voulez mettre 16 gigas, vous mettez 16 000. Voilà. Vous mettez 16 000 et ça va vous créer une partition de 16 Go. Et vous pourrez ensuite, une fois que votre système aura été installé sur votre partition de 16 Go, vous rendre dans le gestionnaire dans Windows et ainsi avoir la possibilité de partitionner la suite des partitions. Sinon, vous pouvez également le faire donc directement à partir de Windows en choisissant formater. Donc là, je vais juste vous demander un instant, je vais aller chercher un SSD. Donc là, je l'ai branché sur mon ordinateur, il est en train d'apparaître. Je vais... non, ça, je ne vais pas pouvoir le faire sur ce SSD là, parce que c'est mon ancien disque dur système. Et donc, je dois avoir un certain nombre de choses à l'intérieur. Oui, voilà, donc je ne vais pas pouvoir formater celui-ci. Il me semblait en avoir un autre, je vais regarder ça. Je vais d'abord l'éjecter proprement, si vous avez encore un instant. Je ne souhaiterais pas qu'il lui arrive malheur. Voilà, alors j'ai branché un autre SSD. Utilisateur, Cédric, bureau. Voilà, celui-là, il a l'air d'être vide. Ça doit être mon ancien disque de Windows 10. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je vais lancer un explorateur de fichiers. Et à cet endroit-là, il doit apparaître quelque part. Il y a les différentes partitions qui sont là. Donc il y a la partition F qui était réservé au système. Voilà, c'était un Windows 10 que j'avais installé. Et là, vous avez le contenu du disque. Donc là, il a déjà deux partitions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans la gestion des disques. Donc pour ce faire, il faut que je fasse... comment ça se passe sur Windows 10 ? Ça doit être... Vous faites un clic droit sur le menu démarrer.
et vous allez choisir gestion du disque. Si vous êtes sur Windows 7, vous faites un clic droit sur ordinateur et vous choisissez gérer. À partir de là, il va vous lancer la fenêtre de gestion des disques qui doit à peu près ressembler à ça sur Windows 7 et sur Windows 10. Et là, eh bien, on voit les différents disques durs qui sont disponibles. Donc ça, le disque 0, c'est mon disque système. Celui-ci, je ne vais pas y toucher. Ça, ce sont mes deux autres disques durs qui sont présents. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de descendre pour identifier le SSD qui se trouve ici. Donc on retrouve les deux partitions, la partition de F et la partition de L. Donc attention, ne faites pas de bêtises, hein. Assurez-vous que vous êtes bien sur les bonnes choses parce que ce que je vais vous montrer là, si vous vous trompez, ça effacera les autres partitions. Donc ici, je me rends sur mes partitions qui sont là et je vais choisir clic droit, supprimer. Donc là, je supprime les volumes existants. Ça, en théorie, vous n'aurez pas à le faire si vous avez un disque qui est neuf. Supprimez le volume. Oui. Clic droit, supprimer le volume. Oui. Et là, je vais me retrouver avec un disque dur qui est non alloué, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune partition, aucun disque dur. Et si je viens ici, vous voyez, il n'est plus détecté. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai mon espace qui est non alloué. Je vais pouvoir faire un clic droit et choisir nouveau volume simple. À partir de là, je clique sur suivant et par défaut, il me propose l'intégralité de mon disque. Vous voyez, espace disque maximal en mégaoctets, 114 471. Bizarre. Donc ici, si par exemple je veux un disque dur qui va faire 50 Go, eh bien je mets 50. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a que 3 chiffres. Bon, c'est pas grave. Donc je mets la moitié, donc 50 000. Voilà, je clique sur suivant. Il va me le monter en lettre F, je clique sur suivant. Il me propose dans quel format je souhaite le formater. Donc là, je vais mettre SSD part 1. Voilà, pour comprendre que c'est la partition 1 du SSD. Je vais effectuer un formatage rapide pour ne pas que ça prenne trop de temps. Je vais choisir le format NTFS et laisser la table d'unité d'allocation tranquille. Je clique sur suivant et je clique sur terminer. Et là, il est en train de préparer mon SSD. Donc il me demande si je veux formater le disque. Je choisis formater le disque. Je clique sur OK. Et là, eh bien, il m'a bien partitionné mon disque en deux parties. Et là, je vais pouvoir lancer le formatage de la moitié. Donc je clique sur formatage rapide, démarrer. Toutes les données vont être effacées. Je clique sur OK. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Une fois que c'est terminé, je vais me rendre dans mon explorateur de fichiers et là, je m'aperçois eh bien, que le disque que je viens de formater, SSD partition 1, a été ajouté ici. Et il fait bien 48 Go, enfin 50 Go, mais un peu moins, puisque une fois formaté, c'est un peu moins. Et là, eh bien, il me reste une partition avec laquelle je vais pouvoir faire un clic droit, choisir nouveau volume simple, cliquer sur suivant, lui attribuer la fin, ou alors je peux mettre que la moitié, 32 000. Enfin là, je vais laisser la fin pour pas que ce soit trop long. Vous avez compris le principe. Je clique sur suivant. Là, il va me l'attribuer en L parce que je n'ai pas d'autres lettres disponibles avant. Je clique sur suivant. Là, je vais mettre SSD-part-2. Je refais la manipulation comme j'ai fait avec la 1. Je clique sur terminer. Il me dit qu'il ne peut pas. Je clique sur OK. Je veux formater le disque. Et une fois que le disque a été formaté, eh bien, j'ai ma deuxième partition qui apparaît. Et donc ce SSD, je l'ai bien partitionné en deux. Une partition qui fait 50 Go et une partition qui fait 62 Go qui était la suite du SSD. Voilà, donc vous avez la possibilité de le faire soit directement à l'installation de Windows comme je vous l'ai montré, soit lorsque vous êtes dans Windows, si vous avez accès à votre SSD par l'intermédiaire d'un boîtier externe comme je viens de le faire, vous faites un clic droit, vous choisissez gestion du disque, vous arrivez donc dans la fenêtre que je vous ai montré avec vos différents disques durs qui sont présents ici. Vous faites très attention de ne pas vous tromper de disque parce que sinon, eh bien, vous casserez votre système ou les autres systèmes que vous aviez en perdant vos données au passage. Donc soyez très vigilants. Mais en tout cas, vous avez vu qu'on avait la possibilité de partager un SSD en plusieurs partitions. Voilà, Michel, j'espère que j'ai répondu à votre question. Allez, il est 11h56, je vous demanderai de ne plus poser de questions, je vais répondre aux questions qui sont déjà là, et puis après, on s'arrêtera ici.
Bonjour Laurent. Bonjour Cédric. Alors je ne sais pas si vous étiez présent Laurent en ce début de session. Ce que j'indiquais c'est que j'ai commencé à regarder pour votre question concernant le partage avec un lecteur... je vais y arriver. Bref, de partager vos images, vos films ou votre musique depuis votre ordinateur vers votre PS3. J'ai pas réussi encore à trouver quelque chose de concluant. Donc je vais continuer de chercher ces prochains jours et dès que j'ai une information, je vous l'indiquerai dès le départ de ces demandes à Cédric. Vous pourrez le voir dans les retransmissions. Voilà Laurent, si vous avez d'autres questions, enfin pas aujourd'hui mais sinon, vous pouvez aussi les poser. Mais je continue de regarder ces questions. Cette question, pardon. Alors, Sous. Merci Cédric pour votre retour. Mon nom sur le forum est Suzanne Pitois. D'accord. D'ailleurs, comment puis-je uniformiser cette inscription? J'attendrai votre ressenti sur mon tuto dans Astuces informatiques. Avec plaisir, mais surtout sans aucune pression. Pas de pression, ne vous inquiétez pas. On va regarder si on trouve le tuto en question. Suzanne Pitois dans vos... Je vais me connecter sur le forum. Je crois que c'est déjà fait quelque part. Non. Ok, bah je vais me reconnecter. Voilà, donc vos astuces informatiques, à quel endroit c'est? Voilà, c'est ici. Et là, normalement, vous avez posé quelque chose. Alors, Suzanne, comment je vais pouvoir vous retrouver? Alors, détourer une image. Est-ce que c'est ce... Détourer une image, vos astuces informatiques. Ah, voilà, donc ça doit être ça que vous avez indiqué. Bonjour, c'est... D'accord, en fait, c'est un... Ah, ça va partager... Ben, j'avais répondu, me semble-t-il, à votre question. Est-ce que c'est bien celui-ci dont vous parlez? D'accord, c'est certainement ça que vous aviez indiqué. Je prendrai le temps de le regarder et de le lire. En tout cas, merci de l'avoir partagé. Je pense que c'est bien celui-ci, puisque apparemment il n'y en a pas d'autres. Donc c'est très gentil en tout cas d'avoir pris le temps de faire ces captures d'écran, de les mettre directement tout ça dans un dossier fichier PDF et de le partager. Merci beaucoup. Je prendrai le temps de le regarder et de le lire et je vous donnerai mon avis. Merci Sou en tout cas pour le temps. Je sais que tout prend du temps. Laurent, d'accord, vous étiez en course, bah voilà, comme je l'ai dit en début de session, je n'ai pas encore eu le temps de... Enfin, j'ai regardé, mais j'ai pas trouvé quelque chose de concluant. Donc, dès que j'ai quelque chose, je vous l'indique. Allez, alors, les meilleures vidéos et tutos. Alors, comment savoir quel type de disque dur on a lorsque l'on ne connaît pas la configuration matérielle de son ordinateur? En gros, est-ce que vous avez un disque dur ou est-ce que vous avez un SSD? Je suppose. C'est une bonne question. Alors, il y a une première indication qui peut vous être donnée, c'est que quand vous allez effectuer les manipulations que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire clic droit, gestion du disque, si vous êtes sur Windows 7, il vous faut cliquer sur le menu démarrer et faire un clic droit sur ordinateur et choisir gérer. Et c'est à cet endroit-là que vous aurez la possibilité de voir les choses. Et ensuite, la première chose qui peut vous donner une indication, c'est la taille du disque. Aujourd'hui, les SSD coûtent très cher dans des grandes tailles. Donc si par exemple vous avez un SSD, il y a peu de chances que vous ayez un SSD qui fasse 1 Tera ou 500 Go. Aujourd'hui, la plupart des disques durs font soit 500 Go, 1 Tera, 1 Tera 5, 2 Tera, etc. Donc ça, si vous avez quelque chose qui fait, on va dire, 500 Go, 1 Tera,
2 Tera et plus, il y a de fortes chances que ce soit un disque dur. Après, si vous avez quelque chose qui fait 32, 64, 128, 256, il y a plus de chances que ce soit un SSD. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas des SSD de 512 qui existent ou des SSD de 1 Tera, ça existe, mais comme ça vaut très cher, c'est quasiment le prix d'un ordinateur, je crois qu'un SSD de... Quoique ça a bien baissé, mais il me semble qu'un SSD d'1 Tera, c'est aux alentours de 300 €, quelque chose comme ça. Voilà. Si vous ne savez pas ce que vous avez dans votre ordinateur, c'est que vous n'avez pas mis les 300 € pour acheter un SSD qui fait 500 Go. Donc, si vous avez ici 1 Tera, 2 Tera, etc., il y a de fortes chances que ce soit un disque dur et pas un SSD. Après, si vous souhaitez avoir plus de précision sur les disques en question, il me semble qu'avec WinDLG, vous aurez peut-être plus d'informations. Est-ce que je l'ai gardé WinDLG? Non, je ne l'ai pas gardé, ça aurait été trop simple. Je vais le retélécharger. Allez. Oh là là, si en plus c'est lent. Bon, alors, comme c'est un peu lent, non, ça y est, c'est arrivé. Donc en téléchargeant WinDLG, j'ai déjà expliqué comment le faire dans des vidéos précédentes, c'est la raison pour laquelle je suis allé un peu vite. Sinon vous pourrez reprendre la retranscription. Là je vais l'extraire, ensuite je vais le lancer, et à partir de là vous aurez des informations sur votre disque dur. Mais il ne vous dira pas forcément si c'est un SSD, mais il vous donnera plutôt des informations sur la marque, me semble-t-il. On va regarder ça. Voilà. Avec WinDLG, l'avantage c'est que vous pourrez avoir donc des informations sur le nom de votre disque, et avec ces informations-là, vous pourrez regarder directement sur Internet, voir quel type de disque c'est. Par exemple, ici, vous voyez, là il m'indique que mon disque principal c'est un SSD. Il m'indique également qu'il fait 250 Go, et là on peut voir aussi que j'ai deux autres disques durs, un qui fait 1 Tera et l'autre qui fait 1 Tera 5. Et là, eh bien, c'est le SSD qui est ici. Vous voyez, il n'est pas indiqué comme SSD. Je l'ai branché en USB, c'est celui sur lequel j'ai utilisé pour répondre à Michel. Et vous voyez, donc j'ai un autre SSD de 120 Go qui est connecté ici. Si vous ne savez pas si c'est un SSD, bon, le fait que ce soit 120 Go, il y a de fortes chances que ce soit un SSD. Mais sinon, vous pouvez directement taper la référence dans Google et je pense que vous aurez votre réponse. Là, si par exemple je tape Kingston SV300 S37A120G et que vous appuyez sur Entrée, vous verrez qu'il s'agit d'un Kingston SSD de la série V300 en 120 Go. Voilà, et vous pouvez faire pareil avec les autres. Si par exemple ici vous ne savez pas ce que c'est, ST, etc., vous tapez la référence ST1000. Est-ce que déjà on a quelque chose? Non, pas forcément. Alors, ST1000 NM0033. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Voilà. Là, du coup, on se retrouve avec un Seagate. Donc, c'est un ordinateur Seagate d'une capacité d'1 Tera. Donc, voilà. On a retrouvé les informations. Donc, vous pouvez utiliser à la fois WinDLG et à la fois Google, eh bien, pour vous avoir le maximum d'informations sur vos disques. Voilà, je pense que cela devrait répondre à votre question. Je vais prendre la dernière question de Robert et après, eh bien, nous arrêterons là pour aujourd'hui puisqu'il est midi 6. Alors, rebonjour Cédric, rebonjour Robert. Comment préparer une question et calculer le nombre de caractères puis faire un copier-coller afin de bien préparer la question correctement pour ne pas dépasser les 256 caractères? Robert, c'est une très bonne question. Alors, je sais que dans Word, il y a des compteurs de lettres, mais je ne sais pas si vous avez Word. Alors, je vais déjà essayer avec Word et j'essaierai avec d'autres logiciels ensuite. Alors, document, hop là, c'est pas du tout un document publisher que je voulais faire, mais un document Word. En voici un, voilà. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon.
Alors, si je suis par exemple dans Word, je vais pouvoir commencer à taper. Bonjour Cédric, combien est-ce qu'il y a de caractères ici? Alors, ici, quand vous êtes dans Word, vous avez la possibilité de sélectionner et de choisir quelque part statistique. Est-ce que je l'ai directement? Est-ce que je l'ai directement quelque part? Non. Alors, est-ce que c'est dans affichage? Révision. Statistique. Voilà. Donc, si vous êtes dans Word et que là, c'est Word 2007, donc vous pouvez cliquer sur l'onglet révision, ensuite vous choisissez statistiques. Si vous n'êtes pas sur Word 2007, 2010, 2013, ça doit se ressembler à ça, il faut trouver statistiques. Et là, eh bien, vous avez le nombre de caractères, donc il faut prendre le plus grand nombre. Donc ici, caractères compris, 58. Voilà, donc vous pouvez aller jusqu'à 256, aller jusqu'à 250, comme ça vous serez tranquille. Donc ça c'est une première piste quand vous êtes sur Word. Après, si vous n'avez pas Word, est-ce qu'avec WordPad par exemple, l'utilitaire qui est intégré, j'aurais pu faire un copier-coller, ça m'aurait évité d'avoir à retaper. WordPad, alors je vais le chercher directement ici, WordPad. Donc ça c'est quelque chose qui est intégré à Windows. Bonjour Cédric. Comment je sais le nombre de caractères? Voilà. Alors, je ne sais pas si ici, on a la possibilité d'avoir les statistiques, affichage, unité de mesure. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc là, c'est trop simple. Il n'y a pas de fonction qui permet de faire des statistiques apparemment dans WordPad. Je n'en trouve pas en tout cas. Donc c'est possible que certains, des choses qui sont plus basiques, comme le WordPad par exemple, n'intègrent pas la possibilité de compter les caractères. Je ne vois pas ailleurs où est-ce qu'il y aurait quelque chose. Donc avec WordPad ça ne va pas fonctionner, vous pouvez le faire avec Word. Sinon, peut-être que vous pouvez le faire directement depuis un site internet, puisque tout existe sur internet. Alors, compteur de signes. Voilà. Compteur de lettres.com. Voilà, eh bien il vous suffit simplement de faire un copier-coller sur ce site. Vous allez là c'est dommage, vous allez sur Google, vous tapez compteur de signes, voilà, et vous choisissez le deuxième qui est ici, www.compteurdelettres.com, vous cliquez ici. À partir de là, vous tapez votre texte. Bonjour Cédric, enfin vous pouvez le taper dans WordPad et le coller ici après si vous voulez. Bonjour Cédric, combien de caractères ici? Voilà, vous choisissez compter les caractères et il vous donnera le nombre de caractères qui sont ici, 40. Donc si je le sélectionne, je le copie et je le mets dans Word, on va juste regarder si le nombre est cohérent avec Word. Je le colle, je fais révision, statistique. Voilà, 40, c'est bien ça. On a donc le même nombre, espace compris. Donc c'est ça qu'il vous faut faire. Vous allez ici, et là, rien ne vous empêche, par exemple, de continuer. Je vais écrire n'importe quoi pour pouvoir vous montrer le copier. Voilà, vous avez tapé votre question dans un document WordPad par exemple. Vous pouvez donc la sélectionner, faire un clic droit, choisir copier. Ensuite, vous revenez sur le site internet. Ici, vous faites un clic droit dans la zone. Alors, clic droit, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, vous faites CTRL-V pour coller le texte. Donc, la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier plus V et ça va coller ce que vous avez copié précédemment, vous faites compter les caractères et là vous verrez qu'il y a 114 caractères. Si je viens ici et que je vais dans révision statistique, 114 caractères. Voilà, vous avez votre réponse, donc soit vous pouvez le faire directement à partir de Word si vous avez Word, et sinon vous pouvez rechercher le site en question sur Google en tapant compteur de signes, c'est le deuxième qui apparaît et vous pourrez avoir votre réponse. Il me semble d'ailleurs
Il me semble qu'il y a un décompte directement. Bah oui, mais enfin, le décompte, vous n'en avez pas besoin vu que vous souhaiteriez préparer vos questions. Voilà Robert, vous pouvez déjà faire tout ça. Voilà, eh bien écoutez, nous allons arrêter aujourd'hui ce Demande à Cédric numéro 17. N'oubliez pas d'en parler à vos amis, c'est jusqu'à la fin du mois de mai, 31 mai 2016, s'ils souhaitent venir ici pour poser leurs questions. Merci d'avoir été présent en ce jour, nous avons été jusqu'à 20, 25 peut-être. Merci en tout cas d'avoir été présent, et je vous dis à demain évidemment. Merci, au revoir.